merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la présidentielle française. Nous avons pour inviter aujourd'hui Marine Le Pen, qui est à la fois la présidente du Front National et la candidate de ce parti pour la présidentielle de 2012. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Nous allons, pour vous interroger, être en compagnie de Lady Gourmand, qui présente chez nous une émission sur les questions de genre. Lady vous écoute. Bonjour Lady. Bonjour Louis, bonjour Marine. Bonjour. Et pour commencer, je voudrais avoir votre réaction à la suite du décès du premier président de l'Algérie, Ahmed Ben Bella, qui est décédé dans la nuit du 11 avril. Enfin, beau parcours quand même. Bon. Non, ce qui est un peu si un constat à faire, c'est de s'apercevoir que les relations entre l'Algérie et la France ont jamais pu en réalité véritablement s'améliorer. Il reste des fractures ouvertes, il reste des blessures ouvertes, il reste toujours un fond de provocation et puis des relations pas claires, parce qu'après tout, c'est vrai que cette période a été très difficile, évidemment, pour la France. C'est une souffrance importante pour les rapatriés, ça a été une souffrance importante pour les harkis, envers qui le gouvernement français de l'époque s'est particulièrement mal comporté. Et on a quand même, si vous voulez, le sentiment qu'il y a toujours une sorte de revanche, comme si l'indépendance n'avait pas réglé justement les aspirations du peuple algérien. C'est assez étonnant au moment où effectivement Ben Bella meurt de voir que tout ça est quand même resté assez statique. D'accord. Et sur la signature des accords d'Évian, parce que cette année on va célébrer le 50e de leur signature, est-ce que vous pensez que c'était une bonne affaire, qu'elle a été mal gérée par les deux parties? Non, elle a été horriblement mal gérée, on s'est très mal tenu. Enfin, je veux dire, il faut quand même se souvenir qu'on a désarmé les harkis avant de les abandonner, se laisser massacrer en Algérie. Bon, et ça, c'est une tâche, objectivement, hein, sur le gouvernement de l'époque. Et ce que je trouve frappant, si vous voulez, c'est que le gouvernement français, pour des raisons électoralistes, reconnaisse le génocide arménien, bon, qui n'a pas grand-chose à voir, il faut bien le dire, avec la responsabilité de la France, mais était incapable depuis de reconnaître qu'il y avait effectivement eu un massacre des harkis, qu'il y avait effectivement eu des grandes difficultés pour les rapatrier et régler, y compris en matière d'indemnité, ces difficultés. Voilà, je crois qu'on n'est pas là dans la justice, on est dans l'électoralisme, c'est quand même bien regrettable. D'accord. Lady, je ne sais pas si vous avez une question sur... Non, sur ce point-là, les indépendances n'ont pas encore été réglées. Le seront-elles jamais seulement? Est-ce que c'est du registre des gouvernements, des partis politiques que d'apporter une solution? Est-ce que ce ne sont pas les populations qui vont finalement, par la force des choses, devoir s'emparer de cette part de leur histoire des deux côtés de la Méditerranée? C'est vrai, mais en même temps, si vous voulez, il y a une incompréhension du côté de la France. C'est l'importance continue de l'immigration algérienne, parce qu'à un moment donné, si vous voulez, c'est vrai qu'on se dit, bon, il y a eu une guerre d'indépendance, elle a été terrifiante. Les Algériens ont obtenu leur indépendance. On ne comprend pas bien pourquoi ils continuent à vouloir venir en France, avec, c'est vrai pour certains, une hostilité déclarée tout de même. Comme s'il y avait une sorte de revanche ou de vengeance à exercer. Ça reste quand même un énorme point d'interrogation. Et puis il y a des sujets très sensibles sur lesquels on n'arrive pas à se mettre d'accord. Le problème des cimetières, vous savez très bien que chacun tient à ses morts et les cimetières ne sont pas entretenus, et ils sont dégradés, et les demandes de rapatriement Là, vous évoquez les cimetières qui sont en Algérie, qui sont en Algérie. Ouais. Bon, voilà. Or, c'est vrai que ça n'est pas dépassionné du tout, parce que, au-delà, si vous voulez, de l'indépendance, il y a une sorte, comme s'il y avait toujours encore une revanche, une vengeance. Mais justement, est-ce que ça ne tient pas au fait que ce sont des indépendances en chocolat, tout simplement? Quand vous dites qu'on ne comprend pas très bien pourquoi les gens continuent à vouloir venir alors qu'il y a eu l'indépendance, certes, il y a eu les indépendances, mais y a-t-il eu celle des indépendances qu'ils attendaient, eux? Ah, ça... Des vraiment franches. Ah, oh oui, ils ont les coups des franches quand même, ils ont les coups des franches. Mais il est sûr que la manière dont les indépendances ont été traitées par la France n'ont pas donné les mêmes résultats que la manière dont, par exemple, elles ont été traitées par la Grande-Bretagne. Mais les liens n'étaient pas les mêmes non plus. Je veux dire, il y avait beaucoup de liens affectifs, ce qui n'a jamais vraiment été le cas, il faut bien le dire, avec les
les colonies anglo-saxonnes, qui étaient beaucoup plus centrées sur un aspect purement commercial. Alors moi, je tiens que les liens entre la France et ces colonies étaient aussi culturels, étaient aussi affectifs. D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en parler. C'est vrai que l'influence de la France recule en Afrique, c'est une évidence, mais elle est remplacée, je veux dire, au-delà des liens culturels qui existaient, elle est remplacée par une utilisation purement commerciale. Les liens que sont en train de créer la Chine avec l'Afrique ou les États-Unis avec l'Afrique sont des liens purement commerciaux. Il n'y a pas cette adéquation culturelle qui faisait aussi un peu la spécificité de la relation entre la France et un certain nombre de pays et qui aurait dû normalement perdurer, je veux dire, au-delà des vicissitudes de l'histoire. Il y a eu un projet presque mort-né, celui de cette Union pour la Méditerranée, qui avait été porté à la fois par Nicolas Sarkozy et par un certain nombre de leaders de la Méditerranée. Quel a été votre regard là-dessus? Quel commentaire vous avez aujourd'hui au regard de son évolution ou de son statu quo? Oui, je n'ai jamais cru à cette Union pour la Méditerranée pour la simple et bonne raison, c'est que déjà nous sommes enfermés dans un carcan épouvantable qui s'appelle l'Union européenne. Donc tant que nous sommes dans de telles difficultés avec l'Union européenne, on ne pouvait pas créer de relations correctes et positives à l'extérieur de l'Union européenne. Je crois beaucoup plus de façon relation bilatérale ou trilatérale, c'est-à-dire de relations de nation à nation. Je ne crois pas aux empires. Bon, alors nous sommes enfermés là dans un empire européen, j'ai appelé l'Union soviétique européenne, je pense qu'il va s'effondrer, comme se sont effondrés tous les empires les uns après les autres, mais moi je crois beaucoup aux relations entre nations, en relations entre peuples, mais des relations qui soient égalitaires. Quand je défends l'identité, la souveraineté, la liberté du peuple français, je défends l'identité, la liberté, la souveraineté de toutes les nations du monde. Et mon projet est complètement cohérent, c'est la raison pour laquelle je suis contre l'ingérence, quelle qu'elle soit, et à quel titre mais est-ce que ce n'est pas un peu tard, justement, parce que certes, être contre l'ingérence aujourd'hui, c'est un fait, mais il y a tous ces dommages collatéraux dont on n'est pas encore revenu, ni la France, ni les colonies, comme vous dites. Personne n'est véritablement réconcilié avec cette histoire-là. Mais quels dommages collatéraux? Quels dommages collatéraux? Citons par exemple la France-Afrique. C'est une notion qui a été évoquée par le président Houphouët-Boigny. Non mais d'accord, mais la France-Afrique, ça a été une épouvante. Mais ça, c'est lié à la corruption de nos élites. C'est pas structurel. Si vous voulez, il n'y a pas de traité, on n'a rien signé. Voilà, c'est la corruption de nos élites respectives, permettez-moi, qui ont fait que ces relations ont été totalement perverties et que ça a été des relations d'exploitation, des relations de vol. Et il faut y mettre fin, mais pour y mettre fin, ce sont les hommes qu'il faut changer. Vous voyez bien d'ailleurs qu'honnêtement, un certain nombre font des promesses aujourd'hui et sont quand même très largement soupçonnés d'avoir continué dans ces manœuvres. Vous ne visez pas Nicolas Sarkozy en particulier? Écoutez, moi, je porte pas d'accusation sans preuve. Je suis avocat, mais il semblerait, selon certains témoignages, que ces relations aient perduré au-delà. Bon, donc c'est une vision de la nation qui peut changer ça. Ce sont les hommes et les femmes de demain qui vont porter une autre vision de la nation qui vont changer cela. Et moi, je crois beaucoup à de jeunes responsables politiques en Afrique qui émergent et qui ont d'abord cette fierté. Et donc, à partir du moment où ils ont cette fierté, ils n'ont pas, je veux dire, ce sentiment d'être en infériorité par rapport à la souveraineté de leur propre pays. Ils ont envie de se développer. Ils sont conscients des problèmes de l'immigration choisie qui vide évidemment leur pays, des élites dont ils ont besoin pour développer. Ils sont conscients qu'on peut parfaitement engager un rapport de développement, de co-développement qui est bénéfique pour tout le monde d'ailleurs, pour l'Europe parce que ça fixe les populations dans leur pays d'origine, ça évite donc les problèmes de l'immigration, mais aussi pour les pays africains parce que ça leur permet de bénéficier justement de leur élite et donc de se développer économiquement. Et puis je vais vous dire au fond, parce qu'il y a aussi une vision de l'humain derrière tout ça, moi je crois que toute personne, sauf quelques exceptions, quelques aventuriers, mais ils ne sont pas les majoritaires. Toute personne en réalité a envie de vivre décemment et dignement dans le pays qui est le sien. Voilà. Il a envie de voir naître et grandir ses enfants dans le pays de ses parents et d'y vivre correctement. Cet objectif, on peut le faire en commun. D'accord. Récemment, mais pas dans une relation
dominé. Voilà. Récemment, après les tueries de Montauban et Toulouse, il dit que si Mohamed Merah, si le Front National avait été au pouvoir il y a 25 ans, Mohamed Merah n'aurait jamais été naturalisé. Oui. Aujourd'hui, si vous aviez été au pouvoir en 1960, est-ce que la France-Afrique aurait pu prospérer? Non. Non, la France-Afrique n'aurait pas prospéré parce que j'ai une autre vision des relations. Comment auriez-vous conçu cette relation entre la France et son ancien empire colonial? Je l'aurais conçu justement dans le cadre d'un co-développement. C'est-à-dire pas eu d'empire colonial du tout. L'idée, si vous voulez, c'est de dire que bon, on ne peut pas changer l'histoire, mais l'idée, c'est de dire que la France apporte, par exemple, sa capacité à former des élites dans toute une série de domaines. C'est une très bonne chose. Mais si c'est pour les conserver chez elle, pour les payer à moitié prix, ça n'a aucun sens. Bon, vous voyez que c'est vraiment, là, pour le coup, c'est du perdant-perdant. L'idée de développer, par exemple, des filiales d'universités dans un certain nombre de pays avec lesquels on a un rapport culturel et puis historique et puis une histoire commune m'apparaît être une excellente chose. Tout doit être fait sans capter les richesses pour permettre, encore une fois, dans le cadre de ce co-développement au pays, de se développer sur le plan économique. Quitte à ce qu'il y ait d'ailleurs des rapports bilatéraux et commerciaux privilégiés. C'est ce qu'a fait, vous le savez bien, la Grande-Bretagne avec un certain nombre de ses anciennes colonies. Moi, je trouve ça tout à fait légitime. La francophonie, je veux dire, qui était quand même un espace, un critère peut-être de privilégié qui aurait dû être travaillé, a été abandonné complètement. Je veux dire, au point que d'ailleurs nos propres élites françaises parlent même plus français quand ils sont dans les sommets internationaux. Mais voilà un critère qui permettait effectivement de développer des relations commerciales privilégiées et donc de transformer une histoire commune qui parfois avait été effectivement faite de douleurs et de blessures en une histoire de relations équilibrées qui permettait à chacun d'y trouver son compte. Bon, je n'ai pas le sentiment que ça a été fait parce que le pouvoir politique est soumis aux multinationales, parce que les multinationales, c'est vrai, sont parties dans un concept de pillage en toutes circonstances. Et moi, je suis désolé, mais piller, par exemple, le sous-sol ou les ressources naturelles d'un peuple sans qu'il en bénéficie, est quelque chose qui est juste inadmissible. Nous sommes bien d'accord sur ce point-là, mais je voudrais, si vous permettez, revenir quand même sur la liberté des individus de choisir leur lieu de vie. Quand vous dites que ce serait bien que les uns et les autres puissent élever, grandir, voir leurs enfants grandir dans le pays de leurs parents, que faites-vous des libertés individuelles? Et puis d'autre part, quel message adressez-vous, vous, aux Français de l'étranger, notamment ceux qui sont en Afrique? Ah oui, mais le problème, encore une fois, n'est pas d'interdire aux gens de pouvoir aller, mais de respecter des règles. Il y a des règles. Quand vous disiez tout à l'heure, Mohamed Merah n'aurait pas été français. Non, il n'aurait pas été français. Parce que moi, je considère que la nationalité française s'hérite ou se mérite. Ça veut dire qu'on ne peut pas accorder la nationalité française de manière automatique à n'importe quel voyou comme Mohamed Merah qui avait 15 condamnations à son actif. Il devient voyou, on ne le n'est pas. Non, mais d'accord, 15 condamnations à son actif. Au moment où il devient français, il y a 15 condamnations à son actif. Doit-il le devenir? Non, il ne doit pas le devenir. Il y a en France des gens qui sont venus, qui respectent les règles, qui respectent les valeurs, qui travaillent, qui ne font pas parler d'eux, comme d'ailleurs l'immense majorité de ceux qui vivent en France. Et puis il y en a qui ne se comportent pas bien. Alors est-ce qu'on doit traiter tout le monde sur le même pied d'égalité? Ben non, on ne traite pas tout le monde sur le même pied d'égalité. Entre ceux qui se tiennent bien et ceux qui ne se tiennent pas bien, il y a une différence. Entre ceux qui peuvent accéder à la nationalité française parce qu'ils ont donné des gages, de l'amour qu'ils avaient pour le pays, de l'attachement, encore une fois, à Rome fait comme les Romains, c'est-à-dire du fait de se fondre dans la communauté nationale. Ceux-là peuvent être naturalisés, mais l'acquisition automatique qui fait que l'on devient français pour la simple raison qu'on est né à tel endroit ou né à tel autre, moi je ne suis pas d'accord avec ce concept. Alors à Rome, comme les Romains, encore une fois, quel message aux Français de l'étranger, notamment ceux qui sont en Afrique, qui, si je ne m'abuse, quel message leur adressez-vous justement dans le prolongement de cette politique où il faudrait arrêter l'immigration? Est-ce que l'expatriation, à votre avis, aussi n'a plus de raison d'être? Non, mais pourquoi? On ne peut pas, encore une fois, chacun a la liberté de pouvoir se déplacer, mais tout le monde n'a pas de droit à aller s'installer n'importe où. Il faut répondre à un certain nombre de critères. C'est comme ça dans le monde entier, je vous signale. Quand vous allez aux États-Unis, si vous n'avez pas de contrat de travail, vous n'avez pas le droit de travailler. Si vous avez un contrat de travail qui s'arrête, dans les 30 jours, on vous demande de repartir.
réussir. Il y a des règles. Or, je crois, moi, que les lois des nations sont supérieures, effectivement, aux libertés individuelles. De vrai. Et pourtant, on voit bien le sans-gêne des Français en Afrique. Mais le sans-gêne des Français en Afrique, c'est aux Africains de faire respecter leur mode de vie, leurs mœurs, leurs codes, leurs coutumes. Exactement comme c'est aux Français en France de faire respecter leurs mœurs, leurs codes, leurs coutumes. Dans des pays musulmans, si quelqu'un arrive de l'extérieur en mini-jupe, etc., moi je trouve ça tout à fait légitime qu'on le rappelle aux règles, aux mœurs, aux codes, qui sont ceux par exemple des pays musulmans. Voilà. Mais encore une fois, je pense que si tout le monde admet cette règle-là, très objectivement, les choses devraient quand même correctement se passer. Bon, il n'y a pas de... Tous les Français se comportent pas mal quand même, rassurez-moi. Bon. Tout à l'heure, vous évoquiez la double nationalité. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, on peut continuer dans cette... de dire par exemple que j'ai la liberté d'être à la fois français et camerounais ou algérien par exemple? Non, c'est un peu de la polygamie, de la polygamie patriotique, quoi, en quelque sorte. Non, je crois qu'on n'a qu'une nation. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas, d'ailleurs, on n'a pas d'origine. On a une origine. On peut très bien être né dans un autre pays, avoir acquis une nationalité, avoir l'amour du pays où on est né, faire vivre en quelque sorte la culture du pays où on est né chez soi. Non, enfin, tout ça a été fait en France. Hein, les Italiens, les Portugais, les Espagnols, les Africains d'ailleurs. Mais on a une nationalité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au-delà des problématiques individuelles, il y a des grands phénomènes où on s'aperçoit que des jeunes aujourd'hui sont perdus. Voilà. Ils ne se sentent de nulle part. Ils se sentent, pour les, je sais pas, moi par exemple, prenons les franco-algériens, ils se sentent français en Algérie et algériens en France. Bon. Ou ils sont considérés comme tels. C'est-à-dire que quand il va en Algérie, on le prend pour un Français, il est en France et c'est un Algérien. Peut-être. Quoi qu'il en soit. Le métissage culturel étant donc un vain mot désormais. Peut-être. Quoi qu'il en soit, ça n'a rien à voir. Ouais. Peut-être quoi qu'il en soit, mais en tout cas, c'est une mauvaise chose parce qu'on en arrive à des situations où des nouvelles générations qui devraient être totalement assimilées, eh bien, font des manifestations avec des drapeaux étrangers, etc. C'est extrêmement choquant, je trouve, pour un pays qui les a accueillis dans la nationalité. C'est une réaction plutôt qu'une action. C'est une réaction. Écoutez, c'est une réaction, mais en l'occurrence, moi, j'apporte des solutions. Mais la contrepartie, c'est qu'il y a des devoirs. Alors, quelle est la solution que je propose? C'est la priorité nationale. C'est de dire à tous ceux qui sont français, quelle que soit leur origine, la manière dont ils ont acquis la nationalité, vous allez avoir un privilège. Parce que vous êtes français en France, vous aurez un privilège d'accès à l'emploi, vous aurez une priorité d'accès au logement social, vous aurez une exclusivité sur certaines aides sociales et une priorité dans la manière dont la solidarité nationale va s'exprimer avec vous. Si vous respectez la loi, parce que même pour les Français... C'est rétroactif d'ailleurs la nationalité à votre avis? Pardon? Rétroactivité de la nationalité quand on l'a eu par acquisition? Non, mais je crois qu'il faut remettre en place la déchéance de la nationalité. Quand quelqu'un acquiert la nationalité française pendant un certain délai, qui est un délai de 10 ans, ça me paraît raisonnable, si cette personne commet plusieurs délits ou commet un crime, il faut qu'il puisse être déchu de la nationalité. Gravité? Parce que c'est une trahison. Vous voyez, je trouve, quand on demande la nationalité et que la première chose que l'on fait dans les premières années, c'est de commencer par violer la loi et donc faire du mal à ceux qui vous ont accueillis, je trouve que c'est pas correct. Et les franco-français en seraient donc dispensés quand bien même le délit serait encore plus grave? C'est vrai, les franco-français en sont dispensés parce qu'ils sont franco-français, c'est vrai. Mais il y a une chose dont ils ne seront pas dispensés, c'est l'arrêt des aides sociales pour les délinquants récidivistes et les criminels. Parce que je pense que la solidarité nationale, elle ne peut pas être toujours dans le même sens. Si vous voulez. Il y a des gens qui se lèvent tôt, qui bossent dur, qui élèvent des enfants, dans des valeurs, dans des règles, qui payent des impôts et ils s'aperçoivent que leurs impôts servent à aider socialement, à donner des aides sociales à des gens qui violent la loi. Ça, c'est pas possible. Ça, qu'on soit français ou pas français, c'est juste inadmissible. Quand on voit encore une fois que, prenons cet exemple-là parce qu'il est caricatural, mais qu'un Mohamed Merah touchait le RSA, avait un logement social, etc. Moi, je pense effectivement à l'agent de surveillance, au boucher, au plâtrier, qui s'est saigné pour payer ses impôts et qui voit que ses impôts, ça sert à ça. Donc ça, qu'on soit français ou pas français, si vous êtes délinquant récidiviste pour des délits qu'on fixera, je veux dire, dont le niveau seront fixés dans la loi, ou évidemment pour des crimes, eh bien, vous ne toucherez plus d'aide sociale. Voilà. Tout à l'heure, vous évoquiez la souveraineté et vous expliquiez qu'il serait important que les Africains apprennent à faire respecter leurs règles. À votre avis, cet arrimage du franc CFA à l'euro via la Banque de France... C'est un drame.
c'est un drame pour l'économie africaine. C'est un drame. Déjà, c'est un drame pour nous. Donc, je pense que c'est aujourd'hui un des inconvénients majeurs, hein, parce que, évidemment, ça soumet l'économie africaine à une asphyxie. Au même titre d'ailleurs que l'économie française, mais en pire, peut-être en encore pire. Certainement. Bien sûr, en encore pire. Donc là, on est vraiment en train de tuer économiquement l'Afrique. Donc je suis fondamentalement opposé à cette manière de faire. Et je combats cela parce que c'est impossible de s'en sortir avec une monnaie telle que celle-là. C'est impossible. Vous convenez donc que les États africains n'ont pas forcément les coups des franches pour pouvoir décider de ce qui doit être respecté dans leur pays, là, et ça, là, que vous le disiez oui, mais précédemment. bien sûr, mais vous savez, moi, encore une fois, quand je défends l'indépendance monétaire de mon pays, je défends l'indépendance monétaire de tous les pays. Je considère que toutes les nations ont le droit d'avoir une monnaie. C'est même un des éléments de la souveraineté, la monnaie, voilà. Et donc, je suis cohérente. Je veux dire, je considère pas que des pays ont des droits et que d'autres n'auraient pas les mêmes. Tous les droits que je réclame pour mon peuple et pour mon pays, je le réclame pour tous les peuples et tous les pays du monde. Voilà. Est-il plus facile de faire revenir tous les Français installés en Afrique qui vivent, comme on sait très bien, plutôt que d'arrêter l'immigration? Mais le problème que j'ai, moi, si vous voulez, c'est que j'ai 5 millions de chômeurs. C'est-à-dire que on voit bien quand même que depuis les années 70, à la demande du grand patronat, l'immigration a été utilisée pour peser à la baisse sur les salaires. C'est d'ailleurs évident. Le marché du travail est un marché. Donc plus vous avez de gens qui réclament un emploi, plus évidemment, par un effet mécanique, il y a une déflation salariale. Bon, le père de Madame Parizeau, la patronne du MEDEF, faisait ainsi venir des charters entiers de Marocains pour travailler dans son usine de meubles, n'est-ce pas? Bon, ce sont toujours les mêmes et nous nous sommes toujours opposés à cela parce que nous avons toujours considéré que cette manière de faire était absolument scandaleuse. Mais ça continue. Ça continue. Donc, le seul moyen de régler le problème... Moi, si j'avais, par exemple, 3% de chômeurs, je ne serais pas contre, éventuellement, avoir une immigration régulée, raisonnable, parce que je sais bien aussi que si c'est pour mettre tout le monde dans les cul-de-sac des banlieues, dans des conditions de vie complètement pourries, c'est sûr que ce n'est pas non plus très respectueux, humainement parlant. Bon. Mais le problème, c'est que j'ai 5 millions de chômeurs, j'ai 11 millions de pauvres, j'ai un système de protection sociale qui s'effondre, donc je dis, avec la plus grande honnêteté qui soit, je dis, je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne vais pas vous vendre l'idée que vous pouvez venir, que vous allez trouver l'Eldorado, vous allez trouver l'horreur, la misère, la banlieue pourrie, vos gamins en bas des tours avec les trafics de drogue, les écoles où ils n'arriveront pas à s'assimiler. Pour la simple raison, c'est que quand il y a 15 nationalités différentes dans une classe, on ne sait plus qui s'assimile à qui d'ailleurs. Vous irez dans des quartiers où la République vous a abandonné à des réseaux de trafiquants, etc. Non, je ne veux pas faire ça. Ou alors coller dans des relogements, dans des hôtels pourris, insalubres, qui brûlent en faisant des... Non, non. Je préfère être ferme, effectivement, et dire, voilà, moi je ne peux plus. Immigration zéro? Là, pour l'instant, oui. Enfin, zéro, c'est jamais zéro. Moi, j'ai fixé à 10 000, parce que 10 000, c'est le seuil incompressible. Bon, mais pour l'instant, continuer à accueillir 200 000 personnes légalement par an, je les mets où, moi? Où? Je les loge où? Alors que j'ai 1,2 million de foyers qui attendent un logement social. Je les mets dans quelles écoles? Comment je les soigne? Vous voyez, c'est ça aussi le problème. C'est que c'est bien gentil, mais on voit bien que cette immigration, elle sert au patronat, au grand patronat, point. Je veux dire, elle est un inconvénient en réalité pour tout le monde, y compris, je le répète, pour les pays qui ont besoin de leur élite. Moi, quand je vois qu'il y a plus de médecins béninois en France qu'au Bénin, je trouve ça complètement absurde. Et de l'autre côté, quand vous voyez des Français tout à fait légitimes, hein, qui ont acquis la nationalité, qui respectent les règles, comme par exemple ceux qui ont remporté la Coupe du Monde en 1998, et qu'on continue de traiter de Français d'origine.
Ah, mais c'est une vraie question, ça, tiens. Non, mais c'est une vraie question, parce que la réalité, c'est que ce sont les responsables politiques, pour des raisons électoralistes, qui ont créé cette espèce de sous-catégorie, en quelque sorte, de Français d'origine quelque chose. Bon, qui est réservé, c'est vrai, à l'immigration post-années 70. Parce qu'on ne dit pas Français d'origine italienne ou Français d'origine portugaise. Je veux dire, en une génération, les Portugais, les Italiens qui sont venus en France, les Polonais sont devenus français, leurs enfants. Est-ce que c'est pas une question de couleur de peau tout simplement qui fait français que ça peut être exact? Voilà. Non, je crois pas. Je crois que c'est vraiment une démarche électoraliste. C'est-à-dire que notamment la gauche, la droite après est venue à son soutien, mais la gauche, pour des raisons clientélistes, a en réalité créé une catégorie de gens à qui ils ont expliqué qu'ils étaient en danger, qu'ils étaient mal vus, que ceci, que cela, etc. Et on a renvoyé ces Français systématiquement à leurs origines. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai été extrêmement choqué quand mes enfants sont rentrés de l'école primaire avec le petit papier en début d'année en disant « Voulez-vous prendre des cours de langue et de culture d'origine ?» Mais on est dans l'école de la République. On n'est pas là pour donner des cours de langue et de culture d'origine. On est là pour faire exactement l'inverse. C'est-à-dire que s'ils veulent apprendre la langue avec leur famille, ils le font. Mais l'école, elle est là justement pour permettre à tout le monde de se sentir français sans aucune différence, sans aucune distinction. Sans aucune distinction. Vous voyez, donc je pense que c'est quelque chose qui a été volontairement organisé, cela, pour permettre le développement de SOS Racisme, en expliquant à tout le monde qu'en réalité ils étaient tous victimes de racisme et donc ils avaient besoin d'être protégés. Et donc on a comme ça créé un état d'esprit qui est un état d'esprit qui aujourd'hui, à mon avis, a eu des conséquences dramatiques, parce que c'est vrai que beaucoup de Français se sentent amalgamés, peut-être, ou pas complètement intégrés à la français. Société française. Pas complètement intégrés, assimilés. Il y en a aussi beaucoup qui n'ont aucun problème et qui se sentent complètement heureusement. Mais alors, oui, mais il y a des règles aussi à donner, vous comprenez? Il y a des règles à donner. Quand on a expliqué à ces jeunes de banlieue qui pouvaient parler le ziva, arriver en espèce de jogging informe pour demander du boulot, on leur a rendu le pire des services, parce qu'il était évident que les chefs d'entreprise, ils veulent pas de type avec des jogging informes qui vas-y, voilà. Non mais c'est vrai, bon, ne pas leur avoir dit et ne pas avoir exigé que l'école leur transmette justement une manière de s'assimiler totalement dans la nation française, c'est à mon avis leur avoir rendu un très 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 mauvais service. Lorsque vous parlez des langues des pays d'origine, est-ce que c'est vrai autant pour l'anglais, l'allemand et les langues européennes, ou est-ce que c'est propre aux langues ah non mais de la même manière, de la Méditerranée? Non mais de la même manière. Mais alors, dans une société de globalisation, et ça n'est pas l'immigration qui veut cela, on constate que comment ferait, imaginons, un pays, la France ou un autre, qui déciderait donc et réussirait surtout à se replier sur lui-même de ce point de vue-là, que ce soit par rapport à l'apprentissage des langues, que ce soit dans les échanges des marchandises, la libre circulation des personnes. Plus personne en dehors de son pays, de ses frontières, ne pourrait échanger avec l'autre. Mais non, mais il n'a jamais été question de cela. Encore une fois, d'abord, moi je suis pour peut-être le retour de l'expansion de la langue française, là où elle a disparu. Je vous dis, elle a même disparu chez nos propres élites, donc c'est quand même un peu dramatique. Bon, ce que je dis, c'est que l'école de la République, elle n'est pas là pour renvoyer les gamins à leurs origines. Voilà, c'est tout. Donc si, encore une fois, on peut parfaitement prendre des cours de langue, on apprend l'anglais, on apprend l'allemand, on fait le choix, on apprend l'espagnol, etc. Mais à l'école, on peut apprendre des langues étrangères. Mais on ne renvoie pas, on ne donne pas des cours particuliers à des enfants en fonction de l'origine d'où ils viennent. Parce qu'après tout, un petit Français d'origine malienne n'aurait pas le droit d'apprendre l'anglais. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça profondément anti-républicain, profondément malsain, et tout d'ailleurs, tout ce qui contribue à faire une différence en fonction de la culture d'origine, de la couleur de la peau, de la religion, m'apparaît condamnable et critiquable. Et c'est pourquoi je lutte contre la discrimination positive d'ailleurs. On n'a pas à avoir moins de droits en raison de la couleur de sa peau, de son origine ou de sa religion, mais on n'a pas non plus à avoir plus de droits. Voilà. Parce que ça, c'est l'effet pervers où après on dit « Ah bah oui, bah lui il est là, c'est parce que c'est quota ». Bon. De la même manière, je suis contre la parité, d'ailleurs en politique avec les femmes. Mais oui, parce que moi je vois ça aussi. Là, ah bah là, Lulu, là, ouais, bah là, laisse tomber, c'est quota.
Donc il y a des effets qui sont profondément pervers. Dans la vie politique, comme dans la vie économique, comme dans la vie des pays, il y a des gens qui montent par leur talent et par leur mérite. C'est vrai pour des femmes en politique. Toutes les femmes qui ont été connues en politique n'ont pas bénéficié de la parité. Et avant d'aborder le terrain de la parité, je voudrais que l'on revienne sur la loi Taubira qui est passée à l'Assemblée nationale pour reconnaître que l'esclavage et la traite étaient des crimes contre l'esclavage. Il y avait un deuxième volet qui portait sur l'enseignement de cette histoire, de la traite et de l'esclavage. Vous êtes pour qu'on enseigne cette histoire également? Si vous voulez, moi je suis quand même un peu inquiète de cette dérive qui consiste à une espèce de concurrence mémorielle, si vous voulez, qui finit par ne plus parler que des malheurs qui ont été ceux de nos civilisations. Vous voyez, ça enferme nos enfants aussi dans un sentiment de culpabilité collective, une sorte de victimisation qui est pas bonne. Hein. Moi, j'ai pas envie que mes enfants ou que les vôtres se sentent victimes des autres. Je trouve que c'est malsain. Au moins qu'ils soient informés. Mais bien sûr, mais on a toujours appris ça. Enfin, permettez-moi, moi j'ai été à l'école, à l'époque il n'y avait pas de loi, j'ai appris ce que c'était que l'esclavage, l'horreur que ça représentait, de la même manière que j'ai appris les croisades, que j'ai appris la Saint-Barthélemy, que j'ai appris les meurtres de masse de la Révolution, que j'ai appris... Vous voyez ce que je veux dire? Mais cette espèce de bonheur dans lequel certaines personnes sont, de vouloir en permanence réactiver, comme s'il y avait encore une dette, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui me gêne profondément, qui crée, je crois, vraiment les conditions pour que, effectivement, les gens s'éloignent les uns des autres plutôt qu'ils se rapprochent. Parce qu'évidemment, si vous voulez, si on culpabilise, par définition, il y en a qui auraient une dette à l'égard d'autres, alors après on discute, ah oui, mais les musulmans aussi, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. L'histoire, elle est ce qu'elle est. On la prend, moi je la prends en entier. Voilà, moi l'histoire de mon pays, je le prends en entier. Les bons moments, les moins bons, les périodes glorieuses, les périodes beaucoup moins glorieuses, je prends tout parce que je ne veux pas saucissonner l'histoire. Et je pense que ça fait du bien à personne. Voilà. Et puis dans les faits, aujourd'hui, quand on enseigne l'histoire des colonies françaises, elle commence avec la décolonisation. Je peux parler de l'esclavage qui remonte à plus loin que cela, mais elle commence généralement avec la décolonisation. Et pour certains pays, ça commence même dans les années 80, ce qui n'est pas complet. Ce qui est de l'amnésie historique. Et pour parler de dette, il y a une autre dette qui n'est pas une vue de l'esprit, c'est la dette des pays en voie de développement. Cette dette-là, en l'occurrence, elle n'est que la conséquence de l'autre dette, quand bien même on en parlerait plus. Oui, vous savez, Jean-Marie Le Pen a été le premier... je crois que c'était dans les années 95 à réclamer l'annulation de la dette des pays en voie de développement. Voilà, donc les choses sont vous le feriez, extrêmement claires. Aujourd'hui? Oui. Pensez-vous l'obtenir, d'ailleurs? L'obtenir? Ouais. Dans ce contexte de crise. Ah oui, mais oui, je crois, oui. Oui, je pense qu'on a tout intérêt en même temps, si vous les voyez, même à la limite, si on a une vision égoïste, quel est l'intérêt, je veux dire, d'avoir cette dette en réalité, probablement, nous ne toucherons jamais, pas plus d'ailleurs que nous ne toucherons l'argent qu'on a prêté à la Grèce ou qu'on a prêté à l'Espagne. Donc à un moment donné, mieux vaut repartir sur des bases saines et ne pas donner le sentiment à ces peuples qui vivent en permanence avec ce fardeau qui, même s'il est quand même psychologique, contribue à une ambiance, enfin, contribue à un sentiment qui est un sentiment gênant. Donc, laissons une chance, je veux dire, à ces pays de pouvoir... Voilà, ça, c'est de la discrimination positive. Là, vous n'étiez pas d'accord tout à l'heure. Non, mais ça n'a rien à voir avec ça. Moi, encore une fois, je vous ai expliqué, j'ai une vue politique. Je veux le développement économique parce que je veux aussi fixer les populations dans leur pays d'origine. Je ne veux pas les condamner à la pauvreté à perpétuité pour après être, encore une fois, être obligé de gérer des flux migratoires. Je vous le dis clairement, moi, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Je pense que c'est beaucoup plus sain de réagir comme ça, encore une fois, que de les laisser sous des pressions qui font que les populations fuient pour partir faire quoi d'ailleurs, encore une fois, en Europe, rien de très glorieux, très honnêtement. Hein. Parce que vivre des aides sociales, etc., c'est pas très glorieux. Enfin, je veux dire, moi, j'espère ça pour personne. Si résorber l'immigration est facile, comment faites-vous, encore une fois, avec les Français de l'étranger qui ont là-bas tout de même un standing de vie auquel ils ne voudraient pas renoncer et revenir en France? Vous décidez de ce que vous voulez. Vous êtes chez vous.
voyez ce que je veux dire? Les Sénégalais sont chez eux au Sénégal. S'ils décident qu'un tel ou un tel ou un tel bénéficie à leur pays par son activité, tel étranger, ils le gardent. S'ils considèrent qu'il n'apporte rien, eh bien, il lui dit bah, écoutez, monsieur, je suis désolé, mais selon les règles que nous avons fixées, eh bien, il faut que vous retourniez chez vous. C'est aussi simple que ça. Du ressort des États africains. Ça s'appelle la souveraineté. Et la réciprocité par moment. Et éventuellement la réciprocité. D'accord. Tout à l'heure, vous évoquiez l'intégration, mais il y a d'autres Français qui n'ont plus besoin d'intégration, mais parce qu'ils ne sont pas Français d'apparence, ceux de l'outre-mer, ils ne se sentent pas tout à fait chez eux en France. Comment est-ce que vous pourriez les réenchanter si on devait emprunter à François Hollande? Ça aussi, hein, je veux dire, ça aussi, la priorité nationale, à mon avis, est un élément très fort parce que ça redonne aussi un contenu à la nationalité française. On a le sentiment aujourd'hui, en France, que presque vous êtes mieux traité si vous n'êtes pas français que si vous l'êtes. Bon, évidemment, ça crée un sentiment d'injustice. Je suis désolé, mais je ne trouve pas ça normal, par exemple, que l'aide médicale d'État dont bénéficient les clandestins leur permette de se faire soigner dans des conditions plus correctes que le français quel qu'il soit. Vous pensez qu'ils sont vraiment mieux traités? Ah oui, oui. Ah oui, oui, bah oui, mais parce qu'il y a un effet égalitaire, comme ils n'ont rien, si vous voulez, du coup, par exemple, l'intégralité de leurs soins est prise en charge, mais c'est pas le cas pour les Français qui bossent, qui payent une mutuelle, qui voient l'augmentation du forfait hospitalier, le déremboursement des médicaments. Attention quand même à ces sentiments d'injustice, hein, parce que moi, je trouve ça absolument pas normal. Et puis, deuxièmement, il faut lutter contre la délinquance, hein. Voilà. Il y a un moment donné, si vous voulez, pour éviter les amalgames, le meilleur moyen, c'est quand même de séparer le bon grain et l'ivraie. Hein. Plutôt que d'essayer de trouver des excuses aux délinquants en disant « Ah oui, mais vous comprenez, ils sont mal dans leur peau, parce qu'ils sont pauvres, etc. » Moi, je connais des pauvres. Je peux vous dire que c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on élève mal ses enfants. Hein. Très bien. C'est pas parce qu'on est dans ce que nous pensions justement. C'est pas parce qu'on est dans la misère ou qu'on a des difficultés ou qu'on est même si c'est difficile d'être dans une famille monoparentale, c'est pas un problème de pauvreté. Et ça n'est pas parce qu'on est dans un quartier sensible. Les valeurs, l'éducation, exactement. Mais encore faut-il le dire. Voilà, il faut que les délinquants soient traités comme des délinquants et il faut que les braves gens soient traités comme des braves gens. Et s'il y a un amalgame qu'il faut qu'on arrête de faire, c'est justement celui qui consiste de la part de la classe politique à mettre tout le monde dans le même sac en disant bah oui, mais vous comprenez, ils vivent dans des quartiers compliqués, donc il faut comprendre. Bah, non, on ne comprend pas. Revenons à l'outre-mer. Je vous demandais ce qui pourrait faire aujourd'hui que les ressortissants de cette partie de la France, là, de ces différentes parties de la France, se considèrent au même titre que ceux qui sont en Bretagne ou en Lozère, tout aussi français que les autres. Alors d'abord, il y a le problème de la continuité territoriale. Elle n'existe pas aujourd'hui. L'Union européenne a versé des sommes considérables pour la continuité territoriale et ces sommes se sont évaporées. On ne sait pas où ils sont. Enfin, en tout cas, ça n'a pas servi à baisser le prix des billets d'avion. Moi, je suis pour mettre en place un couloir prioritaire entre la métropole et la France d'outre-mer. Dans les deux sens, d'ailleurs. D'abord, pour permettre aux Français d'outre-mer de venir en métropole beaucoup plus facilement, notamment pour les vacances, et pour essayer de faire en sorte de canaliser le tourisme métropolitain plutôt vers les territoires d'outre-mer. Ça me paraîtrait quand même assez logique. Mais pour ça, il faut baisser pendant les périodes scolaires les billets d'avion. Parce qu'on a fait de la défiscalisation pour permettre le développement des infrastructures touristiques. Parfait, très bien. Mais si on ne permet pas aux Français de pouvoir accéder à ces infrastructures touristiques dans des meilleures conditions qu'ils pourraient accéder dans des pays étrangers, c'est objectivement absurde. Dans ce couloir économique prioritaire, il y aura aussi le problème des produits qui sont fabriqués. Les produits qui sont fabriqués en Outre-mer, évidemment, doivent avoir un avantage, être protégés de la concurrence déloyale des produits qui sont fabriqués dans des pays extérieurs avec effectivement une main-d'œuvre moins chère. Donc ils devraient avoir une priorité dans l'accès au marché métropolitain. Bon. Deuxièmement, il y a une égalité à mettre en place. Je suis navré de dire qu'un Français qui vit à La Réunion doit avoir et être traité de la même manière qu'un Français qui vit en métropole. Sauf que quand il achète un produit venant de la France métropolitaine, il lui coûte au moins 3 fois plus cher que quand il est vendu en France. Je suis bien d'accord et je suis contre, et c'est la raison pour laquelle je me suis prononcé sur l'octroi de mer, en disant que l'octroi de mer devait continuer à exister sur des produits qui concurrencent la production, notamment à La Réunion, mais pas sur des produits
qui ne concurrencent pas, parce qu'effectivement, les salaires sont les mêmes, mais le pouvoir d'achat et les prix sont considérablement plus importants. Et puis, il y a une fracture numérique aussi, il y a une égalité à l'accès numérique à mettre en œuvre, c'est pas le cas. C'est vrai qu'il y a des endroits en Outre-mer où le coût, je veux dire, de la facture numérique est bien plus importante qu'en métropole. Mais je veux dire, au-delà de ça, moi j'ai une vision extrêmement stratégique. Voilà. D'abord, j'ai une vraie affection pour les Français d'outre-mer. J'ai fait mes premières campagnes en outre-mer. La marraine de ma fille est martiniquaise. J'ai une vraie relation, une vraie affection. Puis surtout, j'ai une vraie vision stratégique. Depuis De Gaulle, il n'y a plus de politique stratégique en France. C'est-à-dire, il n'y a plus de politique à... Vous regrettez De Gaulle ? Là-dessus, oui. Oui, parce qu'il a été le dernier à avoir à mettre en place une politique stratégique. Une politique stratégique, c'est une politique sur les 20 ou 30 prochaines années. C'est pas une politique sur les 2 prochaines années pour être réélu au bout du quinquennat, quoi, hein, où on regarde son doigt comme ça. Moi, j'ai une grande politique de la mer. Je crois que nous sommes un pays extrêmement riche grâce à notre domaine maritime. 11 millions de kilomètres carrés, 2e domaine maritime du monde. Qu'est-ce qu'on en fait ? Pour l'instant, on n'en fait en réalité rien. Pour où, par exemple ? Mais pour partout. Mais pour partout. Il y a une grande politique de la mer à mettre en œuvre. La mer, c'est l'or bleu. On n'a pas d'or noir, mais on a l'or bleu. Demain, c'est dans la mer qu'on trouvera les nouvelles molécules médicamenteuses. Demain, c'est dans la mer qu'on trouvera probablement les ressources alimentaires pour les animaux, pour le bétail, mais aussi, sûrement, pour les hommes et les femmes que nous sommes. La mer, c'est de l'eau salée transformable en eau potable au moment où le monde manque d'eau. On maîtrise, la France, cette technologie. Mais c'est aussi dans la mer, probablement, que nous trouverons les prochaines énergies. Bon, par conséquent, lancer une grande, vaste politique stratégique de recherche, de développement de l'Ifremer, par exemple, dans chacun des territoires d'outre-mer, d'universités spécialisées dans ce travail-là, est à mon avis la grande politique qui permettrait aussi aux territoires d'outre-mer de se sentir totalement participer, si vous voulez, à l'enrichissement national. Parce que c'est vrai qu'il n'y a que les territoires d'outre-mer pour lesquels on se pose la question de savoir combien ça coûte ou combien ça rapporte. Je veux dire, on ne se pose pas cette question pour la Creuse, on ne se pose pas cette question pour le Bas-Rhin, mais on se pose cette question pour la Martinique ou pour la Guadeloupe. Donc ça aussi, c'est une question de fierté. Je veux dire, avoir le sentiment d'arrêter d'être traité comme uniquement des gens qui coûtent de l'argent ou qui réclament des aides. Cette grande politique stratégique, moi je crois qu'elle serait commercialement, économiquement, en termes de prospérité, extrêmement bénéfique pour tous les Français et évidemment en premier lieu pour les Français d'outre-mer. Sur la parité, vous n'êtes donc pas d'accord pour la parité. Non. Comment comptez-vous réguler, en tout cas, les inégalités entre les femmes et les hommes, en rappelant que la moitié de la population en France est faite de femmes? Ça n'est pas qu'une vue de l'esprit, vous en avez certainement fait l'expérience, vous, en tant que femme politique, n'étant pas les plus nombreuses dans ce registre-là. Comment comptez-vous gérer les choses? Alors, je pense qu'en réalité, les difficultés pour les femmes de monter en politique sont plus liées au mode de scrutin qu'un problème de parité. C'est-à-dire que la proportionnelle permet aux femmes, en règle générale, d'être beaucoup plus présentes que le scrutin majoritaire à 2 tours. Donc je suis pour le développement de la proportionnelle. Mais moi, je suis présidente de parti politique. Hein, et je m'aperçois que cette loi sur la parité, qui oblige à avoir autant de femmes que d'hommes candidats, m'oblige à forcer des femmes à être candidates. Est-ce que c'est positif, ça? Est-ce que c'est incité ou est-ce que c'est forcé? Non, forcé. Là, je suis obligé de les forcer. Je suis obligé de les forcer. Pourquoi? Parce que c'est vrai que encore, les femmes ont une réticence, peut-être qu'elles l'auront toujours d'ailleurs, une réticence à l'égard du monde politique. Elles le trouvent violent. C'est vrai que c'est une activité qui rentre en confrontation, il faut bien le dire, avec la vie de famille, puisque la politique, ça se fait le soir, la politique, ça se fait le week-end. Bon, et donc, si vous voulez, moi, être obligé de forcer des femmes à être candidates, je trouve pas ça positif non plus. Voilà. Et je m'aperçois que toutes les grandes figures politiques françaises, femmes, qui ont un peu marqué leur époque, n'ont pas bénéficié de la parité. Alors moi, les quotas par sexe, par couleur, par origine, je suis radicalement contre. D'ailleurs, on voit la manière dont ça a été utilisé, permettez-moi. Regardez les jupettes.
hein. Les ministres femmes du gouvernement Juppé, au bout de quelques mois, jetées comme des vieilles chaussettes. Ramayad, Rachida Dati, Fadela Amara, elles ont servi de faire valoir et puis après jetées comme des vieilles chaussettes. Bon, bah ça, moi, je suis contre cela. Donc moi, mon seul critère, c'est la compétence. En dehors de la politique, hein, pour ne pas parler que de la parité, les inégalités restent quand même récurrentes entre les femmes et les hommes. Toutes les femmes ne travaillent pas, je veux dire, au privé, on va dire, hein, avant d'arriver dans le public. Que faites-vous de cet aspect-là, qui est quand même l'embryon du reste? Oui, ça, alors moi, je suis très ferme sur l'inégalité salariale. Je pense qu'alors là, pour le coup, vous voyez, mais je suis cohérente avec moi-même, hein, à compétence égale, à diplôme égal, je trouve ça scandaleux qu'une femme soit moins payée qu'un homme. Donc là, il est sûr qu'il faut renforcer les moyens de contrôle et accessoirement, d'ailleurs, les sanctions financières pour que ces événements, pour qu'on arrive enfin en 2012 quand même, je veux dire, hein, à obtenir une égalité salariale entre les hommes et les femmes à compétence égale. Aujourd'hui, la France est une puissance militaire, elle est au Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui l'a conduite à intervenir notamment en Libye, en Côte d'Ivoire et peut-être bientôt au Mali. Quelle serait votre position au sein de ce Conseil de sécurité et pourquoi pas au sein de l'OTAN par rapport à ces différentes interventions militaires? Alors moi je suis pour la sortie du commandement intégré de l'OTAN. Je veux dire, je me considère comme une grande nation, libre et souveraine, et j'ai pas envie d'être envisagé comme le toutou des États-Unis, quoi, comme c'est le cas aujourd'hui, qui vous envoie faire le sale boulot. Bon, ça c'est déjà une première chose. Deuxièmement, je vous l'ai dit, je suis contre l'ingérence, quel qu'en soit d'ailleurs. Vous ne seriez pas intervenu en Libye ou en Côte d'Ivoire? Non, je ne serais pas intervenu en Libye, surtout pas pour mettre des djihadistes au pouvoir. Hein. Ça, franchement, alors là, pour le coup, avec comme conséquence de déstabiliser le Mali et probablement de permettre à Al-Qaïda de se rendre propriétaire de tiers du pays avec les armes françaises, parce que je pense que ce sont les armes françaises qu'ils ont entre les mains. Bon, on voit bien que là, ça a été une erreur. C'est plus qu'une erreur, c'est une faute gravissime, hein, bon, qui a été commise. Mais je crois surtout à la diplomatie régionale. Parce que je pense que les pays africains sont quand même plus aptes à trouver des solutions lorsqu'il y a un problème dans un pays africain que l'Europe. Vous voyez, de la même manière, je pense que l'Europe est plus apte à régler le problème en Europe d'un pays européen. Et donc, cette volonté, cette espèce de, comment dire, d'orgueil qui consiste à vouloir devenir les gendarmes du monde, enfin, les petits gendarmes, parce que les petits gendarmes, derrière les grands gendarmes que sont les États-Unis, on voit ce que ça a donné. Hein. Je suis désolé, mais les résultats sont très mauvais. Mais si l'insécurité à l'extérieur menace la sécurité intérieure, aussi bien en France qu'aux États-Unis ou ailleurs, oui. Est-ce que cela ne justifie pas une intervention ou un appui logistique à l'extérieur? Ah si, bien sûr, mais ça, c'est pas de l'ingérence. Ça. À partir du moment où moi, mon territoire est en danger, ou que un conflit extérieur a une conséquence directe, si vous voulez, sur le fonctionnement de mon pays, bien entendu, je vais me défendre. Mais je vais me défendre dans des conditions pas faciles, parce que, excusez-moi, mais l'armée a été complètement désossée en France. Elle est éparpillée façon puzzle dans le monde entier, avec des missions qui sont parfois, et dans des guerres qui sont parfois complètement incompréhensibles, qui n'ont rien à voir avec l'intérêt de la France. Je pense évidemment à l'Afghanistan, mais surtout sur le plan matériel, sur le plan humain, elle a été profondément désossée. Donc notre force militaire est très affaiblie aujourd'hui. Bon. Mais comme je l'ai dit, parce que je défends la souveraineté, on m'a parlé par exemple de l'Égypte, hein, en disant est-ce que vous n'êtes pas inquiète de voir éventuellement les frères musulmans qui veulent appliquer la charia gagner les élections présidentielles? Si, bien sûr, ça m'inquiète. Mais c'est la liberté du peuple égyptien. La seule chose, c'est que je ne veux pas, en revanche, et j'agirai si je m'aperçois que le gouvernement égyptien pousse en France, ou soutient en France, ou finance en France des groupes politico-religieux qui cherchent à appliquer la charia en France. Ça, oui, incontestablement. Je voudrais juste une question sur le genre encore. Que peuvent attendre les femmes en France? Non pas les femmes qui sont engagées dans la lutte des droits des femmes, mais les bonnes femmes, on va dire, qui sont chez elles, qui ne sont pas en politique, qui ne travaillent pas nécessairement. Que peuvent-elles attendre de la femme que vous êtes sur cet aspect où il y a quand même cette violence institutionnelle dans un monde du patriarcat? Le choix. Moi, je leur rends le choix. Je leur rends le choix. J'ai mis en place 2 mesures qui sont 2 mesures de choix. Une loi SRU pour les crèches, pour celles qui veulent travailler. Et la mise en place d'un salaire parental pour celles qui veulent élever leurs enfants. Voilà, c'est clair, 85% du SMIC, un statut, parce que quand on est mère de famille, on n'est pas rien. Voilà, un statut et une retraite.
Et ainsi, si vous voulez, les femmes arrêteront d'être la variable d'ajustement, en quelque sorte, de la précarité économique en France. Parce qu'on voit bien quand même que celles qui sont utilisées comme vendeuses dans la grande distribution avec des horaires qui sont incroyables, avec un temps partiel qui est quasiment impossible pour elles en matière de survie, elles sont obligées de le faire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus, d'abord, bien souvent, on ne peut plus vivre avec un seul salaire. Donc pour les familles, il faut que les deux parents travaillent. Hein, et la femme, souvent, c'est elle qui apporte le salaire d'appoint. Eh bien, je veux redonner aux femmes la liberté de choisir et redonner aussi à la mère un véritable statut dans la société. Voilà. Violence faite aux femmes pour vous ça c'est insupportable ça. Ça c'est insupportable. Alors, je peux vous dire qu'alors là, moi l'idée, si vous voulez que... D'ailleurs je suis contre l'idée de prendre les femmes et les enfants qui sont victimes de violences pour aller les mettre dans des foyers. C'est la double peine. Ça veut dire que non seulement ils sont victimes de violences, mais en plus ils sont obligés de quitter le domicile. Non, le domicile sera attribué évidemment à la victime de violence et en revanche les condamnations, les interdictions, les injonctions civiles d'interdiction de s'approcher à tant de mètres ou à tant de kilomètres de la victime seront appliquées avec une extrême sévérité. D'accord. Sur le mariage gay, quelle est votre position? Je suis contre. Je suis contre le mariage gay. Je pense en plus, si vous voulez, qu'en réalité, c'est une proposition... Y compris sur l'adoption par les gays. Y compris sur l'adoption. Je pense que c'est une proposition ultra minoritaire en réalité. On s'est aperçu que des associations soi-disant représentatives avaient réclamé la mise en place du PACS. Bon, le PACS a été mis en œuvre. Sur tous les PACS qui sont passés, il n'y a que 5% d'homosexuels. Donc voilà, je pense que c'est une... On ne fait pas une loi, parce que la loi c'est l'intérêt général, pour une ultra minorité. Et concernant maintenant la contraception, certains disent qu'il faut maintenant l'enseigner dès l'école, mettre à la disposition des jeunes filles des pilules du lendemain au lycée, qu'on devrait renforcer le droit à l'avortement. Quelle est votre position sur ces différents sujets? Je pense que ça n'est pas à l'école de s'occuper de ça. Voilà. Nous sommes des parents, merci, nous sommes responsables. Hein, et par conséquent, c'est à nous d'élever nos enfants. Et moi, je ne veux pas que l'école s'ingère dans l'éducation que je donne à mes enfants. Parce que quand les enfants commencent à être pris par l'État, j'aime pas beaucoup ça, moi. C'est déjà des choses que j'aime pas bien. Voilà. Donc on peut pas en même temps dire les parents sont irresponsables, les parents n'ont pas d'autorité, et en même temps vouloir s'ingérer en toutes circonstances dans ce qui touche à l'intimité des familles. Écoutez, moi je veux bien. Enfin, en 2012 en France, les enfants, ils prennent des cours d'éducation sexuelle, ils prennent des cours pour apprendre à se laver, ils prennent des cours pour apprendre... Non mais dites-moi, tout ça, ça relève de la responsabilité, encore une fois, des parents. S'il y a des parents défaillants, alors à ce moment-là, l'État intervient auprès des parents défaillants. Mais tous les parents ne se voient pas privés de leur autorité sur leurs enfants au motif qu'il y en a quelques-uns qui sont défaillants. Dernière question, et elle porte sur un volet militaire. Vous êtes pour ou contre le maintien des bases militaires françaises, notamment sur le continent africain? Je suis plutôt contre par principe, parce que je vois bien se multiplier, encore une fois, des présences qui ne sont pas toujours bien ressenties par les populations. Je préfère, si vous voulez, une aide ponctuelle dans le cadre d'accords qui sont passés bilatéraux entre pays. Si un pays ami appelle à l'aide, bon, eh bien, à ce moment-là, s'il est victime lui-même d'une agression extérieure, mais ça a toujours été comme ça, mais l'idée, si vous voulez, d'avoir des présences qui peuvent être ressentie comme justement une ingérence ne m'apparaît pas positive dans le projet que je veux mettre en œuvre. Merci Marine Le Pen. Dernière question, votre foi vous accompagne dans le prolongement de votre programme politique et de la femme que vous êtes? Oui, bien sûr. Bien sûr, je crois que la foi que l'on a construit, parce que la foi est aussi une vision de l'homme. Hein, on a des visions aussi peut-être différentes en fonction des religions qui sont les nôtres. Donc je ne le mets pas en avant, je suis très attaché à la laïcité. Hein. La femme politique que je suis est très attachée à la laïcité, mais ça ne m'empêche pas d'être croyante. Et je trouve que... On n'a pas avec les actes posés. Tout à fait. Je trouve qu'on n'a pas à s'en justifier, on n'a pas à se le voir reprocher. Chacun a le droit de croire. Et moi, je suis la première à penser que les autres peuvent évidemment croire en d'autres religions que la mienne. Tout ce que je demande, c'est que cette croyance, cet exercice du culte se fasse dans le respect des lois que nous avons posées il y a maintenant plus de 100 ans.
Merci beaucoup Marine Le Pen. C'est moi qui vous remercie. Merci Lady Gaumond, merci à Lady. toute l'équipe technique, merci à vous d'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de Télésud. À bientôt.